Je me souviens encore du bruit sec de la porte qui claqua derrière moi ce soir-là. Ma mère ne cria même pas, elle pleura en silence. Les mains tremblantes sur la poignée. Comme si me chasser était le geste le plus douloureux de sa vie. Mon père, lui, me regarda une dernière fois et murmura, « Tu n'es plus ma fille. » J'avais 10 ans. La pluie d'avril 1998 tambourinait sur les vitres de notre appartement haussmannien du 16e arrondissement. J'étais assise sur le parquet du salon, entourée de mes poupées, quand ma grande cousine de 14 ans, venue passer les vacances de Pâques chez nous, s'était penchée pour m'embrasser sur la bouche. Ce n'était qu'un jeu d'enfant pour elle. Un secret innocent qu'elle avait vu dans un film interdit. Mais moi, je sentis quelque chose exploser en moi, un frisson chaud. Une certitude absolue. Je l'aimais. Pas comme une cousine. Comme on aime dans les livres. Le soir même, ma mère nous surprit en train de nous tenir la main sous la couette. Le scandale fut immédiat. Cris. Gifles. Larmes. Ma cousine fut renvoyée chez ses parents dès le lendemain. Et moi. On me fit comprendre que ce que je ressentais était une maladie. Une honte. Un péché que l'on pouvait encore guérir si on agissait vite. Mes parents, catholiques pratiquants, bourgeois respectables, décidèrent que l'amour que je portais aux filles était une phase. Une contamination. Ils m'inscrivirent dans un internat religieux en Bretagne. Loin de Paris. Loin de tout. Le jour du départ, ma mère m'embrassa sur le front comme on embrasse un cercueil. Mon père ne vint même pas à la gare. J'avais 10 ans et je compris, dans le wagon qui m'emportait vers l'ouest, que ma famille m'avait déjà enterré. Les années à Sainte-Anne-des-Flots furent un long hiver. Les sœurs nous apprenaient la soumission, la prière, le silence. On me surveillait. On me privait de récréation quand je regardais trop longtemps une camarade. On me faisait copier 100 fois, « Seigneur, délivre-moi de mes pensées impures. » Je devins experte en dissimulation. Je souriais. Je baissais les yeux. Mais la nuit, je pleurais dans mon oreiller en pensant à ce baiser volé qui avait tout détruit. À 16 ans, je tentai de m'enfuir. Je fus rattrapée à Rennes. Sanction, isolement total pendant 1 mois. C'est là, dans la cellule froide, que je jurai de ne plus jamais supplier quiconque de m'aimer. Je me construirais une vie où je n'aurais besoin de personne. À 18 ans, je passai le bac en candidate libre et obtins une bourse pour étudier la littérature à la Sorbonne. Mes parents ne vinrent pas à la remise des diplômes. Je n'avais plus de leurs nouvelles depuis 8 ans. J'étais orpheline de mon vivant. Paris me sauva. Dans les cafés de Saint-Germain. Dans les manifestations pour le Pacs en 1999. Je rencontrai enfin des gens qui ne me regardaient pas comme une abomination. Je découvris Sappho. Violette Leduc. Les soirées du Pulpe. Je tombai amoureuse pour la première fois à 20 ans d'une étudiante en cinéma nommée Claire. Ce fut doux. Lumineux. Terrifiant. Quand elle partit pour Montréal, elle m'écrivit, « Je t'aime. Mais je ne suis pas prête à porter ton histoire de douleur. » Je compris que mon passé était un poids que peu de gens accepteraient. Je me jetai dans les études, obtins l'agrégation, devins professeur de français dans un lycée de banlieue. J'achetai un petit appartement à Montmartre. J'apprivoisai la solitude.
Je n'appelais jamais mes parents. Ils n'appelèrent jamais. Et puis, un soir de septembre 2012, dans la librairie Les mots à la bouche, je la vis. Elle feuilletait un recueil de Marguerite Yourcenar, concentrée, les sourcils légèrement froncés. Elle avait 32 ans comme moi, des cheveux blonds coupés courts, un regard bleu glacier qui semblait tout analyser. Elle portait un tailleur marine impeccable. Quand elle leva les yeux et croisa les miens, quelque chose se brisa en moi, une armure que je portais depuis 20 ans. Je bredouillai une excuse pour lui parler du livre. Elle sourit. Mathilde de Saint-Rivoal, se présenta-t-elle. Avocate spécialisée dans les droits humains. Fille de diplomate. Enfance entre Genève, New York et Paris. Elle avait grandi dans un monde où l'homosexualité était acceptée sans débat. Tout l'opposé de mon histoire. Nous prîmes un café. Puis un autre. Puis des dîners. Elle m'écoutait raconter mon enfance sans pitié apparente. Mais je voyais ses mâchoires se crisper quand je parlais de l'internat. Un soir, elle posa sa main sur la mienne et dit simplement, « Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. » Émilie. Je fondis en larmes dans le restaurant. C'était la première fois qu'on me disait cela. Notre amour fut rapide, absolu, presque violent dans sa tendresse. Mathilde voulait tout réparer. Elle m'emmenait en week-end en Normandie, dans la maison de famille vide de ses parents. Elle me faisait rire comme personne. Elle me touchait avec une révérence qui me désarmait. Pour la première fois, je me sentais digne d'être aimée telle que j'étais. En 2013, quand le mariage pour tous fut voté, Mathilde me demanda en mariage sur le pont des Arts, à genoux sous la pluie. J'acceptai en sanglotant. Nous décidâmes de nous marier en mai 2015, dans une petite mairie du 18e suivie d'une réception intime sur un toit-terrasse avec vue sur la tour Eiffel. Mais plus la date approchait, plus un poison ancien remontait en moi. Je commençais à faire des cauchemars, je revoyais la porte qui claque, ma mère qui pleure, mon père qui détourne le regard. Je me réveillais en sueur en hurlant. Mathilde me serrait contre elle. Inquiète. Parle-moi. Émilie. Je finis par avouer ce que je n'avais dit à personne, je voulais les inviter. Mes parents. Même après tout ce qu'ils m'avaient fait. Mathilde resta silencieuse un long moment. Puis elle demanda doucement, « Pourquoi ? » Parce que si je ne les invite pas, ils gagneront. Ils auront réussi à me couper d'eux pour toujours. Et je veux leur montrer que malgré leur rejet, j'ai construit une vie. Un amour. Une famille choisie. Je veux qu'ils voient que je suis heureuse. Même si ça me détruit. Mathilde pleura. Tu es folle. Et je t'aime pour ça. Je retrouvai leur adresse grâce à une vieille tante. J'écrivis une lettre manuscrite. Belle. Digne. Sans reproche apparent. Je joignis l'invitation au mariage. Je postai la lettre un matin de mars. Les mains tremblantes. 3 semaines plus tard, une enveloppe arriva. L'écriture de ma mère. Mon cœur manqua s'arrêter. Ma mère écrivait qu'ils viendraient. Tous les deux. Qu'ils avaient beaucoup réfléchi. Qu'ils regrettaient. Qu'ils voulaient me revoir. Pas un mot sur le passé. Juste, nous serons là.
Ma chérie. Je montrai la lettre à Mathilde. Elle la lut. Pâlit. Et murmura, c'est un piège. Les semaines suivantes furent un enfer. Je oscillais entre espoir déraisonnable et terreur absolue. Mathilde devint distante, nerveuse. Elle disait qu'elle avait peur que je leur pardonne trop facilement. Que je me brise à nouveau. Je lui reprochais de ne pas comprendre mon besoin de closure. Nous nous disputions pour la première fois. 2 jours avant le mariage, ma mère appela. Sa voix tremblait. Émilie, il faut qu'on parle avant. Ton père et moi nous avons quelque chose à te dire. Peux-tu venir dîner à la maison vendredi soir? Mathilde explosa. Tu n'iras pas. C'est exactement ce qu'ils veulent, te récupérer avant que tu sois officiellement marié. Pour te faire douter. Mais j'y allais. L'appartement du 16e n'avait presque pas changé. Les mêmes meubles anciens? Les mêmes photos de famille sans moi? Bien sûr. Ma mère m'embrassa. Les larmes aux yeux. Mon père resta debout. Raide. Le dîner fut glacial. Puis mon père prit la parole. Émilie. Nous avons beaucoup prié. Nous avons consulté un prêtre traditionnaliste. Il nous a dit que le mariage homosexuel était une grave erreur, mais que notre devoir de parents était de te ramener dans le droit chemin. Nous sommes prêts à t'accueillir à nouveau si tu renonces à cette union. Je sentis le sang quitter mon visage. Ma mère ajouta d'une voix brisée, nous avons même contacté une association qui aide les personnes comme toi à guérir. Nous paierons tout. Reviens vivre avec nous, ma chérie. Nous te protégerons. Je me levai, les jambes tremblantes. Vous voulez que j'abandonne la femme que j'aime pour revenir dans la prison où vous m'avez enfermé enfant? Mon père répondit froidement, c'est un sacrifice nécessaire pour sauver ton âme. Je partis en claquant la porte comme 20 ans plus tôt. Je rentrai chez Mathilde en pleurs. Elle me serra sans un mot. Nous ne dormîmes pas de la nuit. Le jour du mariage arriva sous une pluie fine. La mairie du 18e était pleine d'amis, de collègues, de notre famille choisie. Mathilde était magnifique dans son tailleur marine, les yeux brillants. Moi, dans ma robe blanche toute simple, je tremblais. Mes parents étaient là. Au dernier rang. Visage fermé. La cérémonie fut belle. Émouvante. Quand la mère prononça « Vous êtes unis par les liens du mariage », la salle applaudit. Mathilde m'embrassa tendrement. Je cherchais mes parents du regard. Ils n'applaudissaient pas. Ma mère pleurait. Mon père regardait ailleurs. À la réception sur le toit terrasse, sous les guirlandes lumineuses et la tour Eiffel scintillante, je dansais avec Mathilde. Puis je vis mes parents près du bar, isolés. Quelque chose en moi se brisa. Je m'approchai. Vous êtes venu. Merci. Ma mère fondit en larmes. Émilie. Mon père me coupa, nous sommes venus par devoir. Mais nous ne cautionnons pas. Je sentis Mathilde arriver derrière moi. Protectrice. Je pris une grande inspiration. Je vous ai invité pour vous montrer que votre rejet ne m'a pas détruite. Que j'ai survécu. Que j'aime et que je suis aimée. Mais je vois maintenant que vous n'êtes pas venu pour moi. Vous êtes venu pour votre conscience. Ma mère sanglota, nous avons eu tort mais c'est si dur de
De m'aimer tel que je suis, complétai-je doucement. Mon père resta muet. Je l'ai regardé longuement. 25 ans de douleur dans ce silence. Puis je dis, je vous pardonne. Pas pour vous. Pour moi. Pour ne plus porter votre haine en moi. Mais je ne vous laisserai plus jamais entrer dans ma vie si c'est pour me demander de renier qui je suis. Je tournai les talons. Mathilde me prit la main. Nous nous éloignâmes sous la pluie fine qui commençait à tomber. Mes parents partirent tôt. Je ne les ai jamais revus. Mathilde et moi avons construit une vie lumineuse. Nous avons adopté une petite fille, Louise. En 2019. Nous voyageons. Nous rions. Nous aimons sans peur. Parfois, je reçois une carte postale de ma mère pour Noël. Juste, nous pensons à toi. Je ne réponds pas. Mais je ne la jette plus. J'ai compris que le pardon n'est pas la réconciliation. C'est se libérer du venin. Ce soir-là, sur le toit terrasse sous la pluie, quand Mathilde et moi nous sommes embrassés, front contre front, les larmes se mêlant aux gouttes de pluie, j'ai senti enfin la paix. J'avais 10 ans quand on m'a chassée pour avoir aimé une fille. À 35 ans, je me suis mariée avec la femme de ma vie devant ceux qui m'avaient rejetée. Et j'ai gagné. Parce que l'amour le vrai, le choisi, le combattu finit toujours par triompher.